Chers auditeurs, nous sommes de retour cette semaine après une semaine d'absence parce que j'étais hors du pays. Donc, on va quand même prendre une pause un peu une fois de temps en temps. Et ben, Simon, t'en as profité pour réfléchir un petit peu à des trucs d'actualité et t'as écrit un texte qu'on a publié aujourd'hui sur le Patreon et sur le Dark Channel de Facebook. Donc, je fais apparaître à l'écran pour ceux qui veulent y avoir accès. Vous avez la manière de y aller, donc patreon.com/isénéchal. Le Dark Channel, c'est sur Facebook, la page de Yann. Vous avez une section devenir contributeur, puis moyennant comme une pièce et quelques par mois, vous avez mes textes, ceux de Simon, puis vous pouvez interagir entre vous autres. Plein de gens postent des memes, des affaires. Fait que ça, c'est quand même le fun. À l'abri des gens désagréables. Bon, fait que ça, c'est quand même le fun. Et puis, dans le texte d'aujourd'hui, tu parles. euh, Tu compares un peu ce qui se passe avec Éric Duhaime présentement dans cette élection-là de 2022, un peu avec ce qui s'est passé aux États-Unis en 2015-2016 lors de l'élection de Donald Trump. Non pas qu'on compare les deux personnages, mais la réaction, d'ailleurs, c'est un tweet de Yann, je pense qu'il l'avait formulé comme ça. Est-ce que Duhaime est Trump? Non. Est-ce que la réaction des médias face à Éric Duhaime ressemble à celle des médias face à Donald Trump? La réponse est oui. Et là, tu disais, il commence à y avoir un Duhaime derangement syndrome, comme un peu on parlait du Trump derangement syndrome, en réalité, à un moment donné, tu as l'impression, tu te dis, demain matin, Duhem donne ses deux reins à un réfugié syrien transsexuel, puis ça ne sera pas correct encore. Tu sais, tu te dis, il y a toujours un peu un problème. Même, j'ai vu l'autre fois qu'il souhaitait bonne fête à son père ou qu'il y avait un post avec sa chienne ou je ne sais pas. Puis même là-dessus, les gens trouvent le moyen de chialer. Tu sais, de dire ah, c'est de la politique, ah, c'est ci, ah, c'est ça. Il y a toujours un peu quelque chose qui achoppe, on dirait. Puis on ne peut pas s'empêcher d'y voir un peu là-dedans une forme de. Je te dis en pré-show, puis je te fais commenter après, là, mais moi, j'ai l'impression que c'est une forme de jalousie. Une forme de jalousie qui s'exprime par le fait que tu as certains partis politiques qui sont là depuis 10, 12 ans, 40 ans, 50 ans, 150 ans dans certains cas, et eux ne font que stagner et dégringoler dans les intentions de vote. Puis tu as un parti qui arrive qui à toute fin pratique n'existait pas il y a 2, 3 ans, et qui là passe de 1 à 18 20 selon certains sondages. Et là, ils ne savent pas pourquoi ça arrive. Donc, la meilleure solution qu'on a à faire, c'est d'attaquer, d'essayer de ridiculiser les pas dedans, les édentés, les ci, les ça. À un moment donné, il y a un examen de conscience à faire là, en arrière de tout ça. Là. Ben oui, c'est ça. Moi, je considère que c'est une forme d'incapacité d'introspection parce que d'avoir ce genre de réaction-là de la part de ces partis politiques-là. Parce que c'est toujours plus facile de disqualifier ton adversaire en disant que c'est des ci, c'est des ça. Tu sais, la réaction des médias pendant ton absence, puis même un peu avant que tu partes, là, j'ai entendu différents extraits de Paul Arcand au 98.5 parlant du PCQ, puis de ses membres, puis de ses supporters. C'était pas chic, tu sais, c'était toutes des fêlés, c'est toutes des ci, c'est toutes des ça. Tu te dis: «Tu peu, si on fait juste se limiter aux 60 000 membres ou à peu près du PCQ, que c'est exceptionnel», parce qu'avant l'arrivée d'Éric Duhaime, ce parti-là, il était aux alentours de 500 membres. On a déjà discuté à différentes occasions, puis, Yann et toi, on avait parlé aussi. C'est sûr qu'au sein des membres du PCQ, tu vas en avoir des gens qui croient à des choses un peu bizarres, comme tu en as dans tous les partis d'ailleurs. Mais de là à dire que c'est tous ou à peu près majoritairement des fêlés, heu comme il y en a un, à un moment donné, qui m'avait dit que c'était on s'en rappelle, il y en a quelqu'un dans les médias qui m'avait dit à un moment donné que c'était un parti composé de négationnistes de la pandémie. Tu te dis: «Ouais, non, tu peu, là». Mais c'est ça, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire un peu comme Hillary Clinton avait fait en 2015, je crois, encore avant l'élection de 2016, de dire que c'est des déplorables, ceux qui appuyaient Ouais. Donald Trump. C'est facile de dire que ceux qui appuient Éric Duhaime, c'est des tarés, plutôt que de se questionner sur pourquoi qu'Éric Duhaime c'est sûr que c'est pas lui qui domine dans les sondages présentement, mais comment ça se fait que le PCQ d'Éric Duhaime arrive à se positionner d'une manière avantageuse, comme c'est le cas en ce moment? Puis effectivement, des partis qui existent depuis des décennies, puis dans le cas du PLQ, qui existe depuis le 19e siècle, si on remonte ses origines là, sous une forme ou une autre, ben, en quelque part, oui, il y aurait lieu de se poser des questions sur comment ça se fait qu'ils en sont arrivés, où est-ce qu'ils en sont en ce moment. Puis si on va plus loin, c'est un peu ça que je mentionne dans mon texte à un moment donné aussi, c'est de dire, ben,
c'est pas en traitant, c'est pas en se fermant aux autres, c'est pas en disant: «Ben, les membres du PCQ, c'est des ci, c'est des ça, faut les exclure, faut pas en tenir compte», qu'on va arriver à comprendre comment ça se fait qu'une portion non négligeable de l'électorat quand même là, comment ça se fait qu'une portion non négligeable de l'électorat en est arrivée à appuyer les idées d'Éric Duhaime. Tu as eu quelques Mhm. textes dans les médias en fin de semaine qui en ont, parlé. Je pense notamment à un texte d'Emmanuel Latraverse qui disait bon, Éric Duhaime n'est pas responsable de tous les débordements violents qu'il y a eu depuis le déclenchement de la campagne. Puis ensuite, à un moment donné, elle dit ben oui, bon, peut-être qu'il y en a des gens qui auraient fallu écouter, des gens qui seraient pendant la pandémie qui n'ont pas été écoutés. Ben, les partis politiques frustrés en ce moment, ben, ils n'ont pas l'air d'avoir cette prise de conscience-là. Puis c'est un peu désolant, honnêtement. Ben, c'est un peu désolant, puis c'est surtout que le message qu'on a envie de leur envoyer à un moment donné, c'est CAQ, PQ, PLQ, QS. euh, Si le PCQ est passé de 1 à 18 c'est que les gens qui le composent aujourd'hui et qui ont l'intention de voter pour eux, avant, ils ont voté pour vous. Donc, vous traitez vos propres anciens électeurs de tarés. C'est ça qu'il faut comprendre. Après ça, il ne faudrait pas s'étonner de s'apercevoir qu'ils n'ont pas l'intention de retourner chez vous. Parce qu'à la limite, quelqu'un pourrait avoir, tu sais, au PQ, il appelait ça les brebis égarées. Là. Tu sais, à un moment donné, tu trouves que le PQ parle pas assez de référendum puis d'indépendance, fait que tu vas voir ailleurs un petit peu si le gazon est plus vert. À un moment donné, tu te dis, wow, finalement, QS, c'est trop multiculturaliste pour moi, fait que je reviens au bercail, je reviens au PQ. Mais les gens qui sont partis, parce qu'il y en a, là, de QS, du PQ, des libéraux et de la CAQ pour s'en aller chez Éric Duhem, ils l'ont fait pour une raison. La raison, c'est que les préoccupations qu'ils ont, vous ne les prenez pas en compte et vous ne leur parlez plus. Et si vous ne faites que baisser, c'est parce que vous avez méprisé ces gens-là. Et c'est pas en les méprisant qu'ils vont revenir. Hein. C'est d'un point de vue stratégique, j'ai de la misère un peu à comprendre comment ces gens-là peuvent attaquer cette frange-là de l'électorat alors que c'est des électeurs qu'ils ont perdus eux-mêmes. C'est moi, je trouve ça, d'un point de vue stratégique, je trouve ça tellement ridicule. Moi, mettons, si j'étais le PLQ, là, je dirais, écoutez, je le sais que c'est séduisant le discours de M. Duhem pour certains d'entre vous, mais il faut que vous réalisiez que le seul parti dans l'histoire du Québec qui a réellement proposé des baisses d'impôts et plus de liberté individuelle, c'est le Parti libéral. C'est nous qui est la vraie alternative à la CAQ. Pas d'aller cracher sur ces gens-là comme l'a fait des députés dont je nommerai pas le nom, en allant dire que c'est du monde un peu taré, là, comme tu disais. Ouais, mais c'est parce que c'est parce que le groupe de tarés augmente et le groupe de vos supporters diminue. Fait que là, de deux choses l'une, c'est exactement ce que tu disais par rapport à Hillary Clinton. C'est que tu essaies de. Le vote se sépare en deux, tu es en train de perdre et tu dis les gens qui sont pas pour moi, là, c'est tous des débiles. Ouais, mais c'est parce que si tu insultes les gens, comment tu penses qu'ils vont venir chez vous? Ben, en fait, c'est ça, ça revient à l'expression qui dit: «On n'attire pas une mouche avec du vinaigre». Bien évidemment, les supporters du PCQ, je considère pas que c'est des mouches, quoique certains partis semblent quasiment penser ça, à voir les déclarations là, dont, Mmh. justement une députée qu'on ne nommera pas là. Mais parlant de stratégie, surtout dans le cas du PLQ puis du PQ, je pense que QS sont pas mal où est-ce qu'ils étaient côté organisation, là. Je pense que ça s'est maintenu. J'ai pas beaucoup de in de ce côté-là, mais à tout le moins du côté du PLQ, puis le PQ était tellement dans le trouble au déclenchement d'élections que c'est un peu la même chose. On en a parlé, toi et moi, dans le précédent édito. Je veux dire, le PLQ a perdu beaucoup de gens de qualité dans son entourage. D'une part, des gens d'expérience dans sa députation, puis dans son organisation aussi. Fait que quand tu disais, ben, je m'interroge un peu sur c'est quoi la stratégie, ben, je pense qu'on pourrait faire, on pourrait quasiment dire, est-ce qu'il y a une stratégie ou est-ce qu'il en reste encore un nombre intéressant de stratèges de qualité au PLQ? Puis c'est un peu la même chose au PQ, là, quoique ça a peut-être commencé un peu plus tôt, là, leur problème à ce niveau-là. Puis ça donne ce que ça donne. Surtout qu'en plus, au PLQ, il y a clairement une volonté de renier son passé. On a pris fortement distance du gouvernement Couillard, de l'époque de Jean Charest avec la réingénierie de Ben l'État, oui. puis tout ça, ça, et bien évidemment, on sait que ça ne s'est pas vraiment opéré, mais quand même, toutes ces idées-là, je veux dire, on ne veut plus en parler d'aucune manière. Fait qu'en quelque part, côté stratégie, je pense qu'on ne peut pas leur en demander trop, malheureusement, présentement. Là.
Bon, je pense que là, ça va pas super bien de leur côté avec ces prises de position-là et dans ton texte, ce que je trouvais intéressant, c'est que tu parles un peu des partis qui ont de la misère qui ont eu de la misère à se trouver des candidats pour, présenter dans les circonscriptions. Puis là, ben, tu disais, c'est un peu, en fait, c'est un peu ridicule les critères qui fait qu'on écarte, quelqu'un de la possibilité d'être candidat, surtout dans un contexte où tu as de la misère à avoir des candidats. Puis là, on a parlé de Anne de Blois. Tu es revenu aussi sur le cas de Raphaël Fiévès, le gars de QS qui a été. Tu sais, Mmh. tu vois un peu comment on est rendu dans une forme de radicalité idéologique tu sais, on dit le PCQ, c'est un parti populiste, un parti idéologique, c'est un parti tu sais, quasiment dangereux. Et là, tu regardes un parti comme Québec solidaire, il retire la candidature d'un gars qui s'appelle Raphaël Fiévès. Pourquoi? Parce qu'il a retweeté de manière élogieuse un article de Richard Martineau qui portait sur le livre de Mathieu Bock-Côté, La Révolution racialiste. Et là, tu te dis, OK, fait que dans le fond, c'est peut-être aussi ça leur problème, c'est qu'eux sont prêts à flusher tout le monde pour la moindre écart de conduite, puis peu importe ce qui arrive. Et ils voient Éric Duhem qui, bon, à part si quelqu'un dérape complètement, va pardonner ou, entre guillemets, passer par-dessus des propos divergents des siens de la part de certains candidats en disant, ben écoutez, c'est pas une secte ici, c'est un parti politique, donc les gens ont le droit de s'exprimer, puis tant que ça c'est pas des affaires graves, en fait, eux, ce qu'ils auraient voulu, ils ont de l'air fâchés de ça. Ce qu'ils auraient voulu, c'est qu'ils garochent Karim El Ayoumi en dessous de l'autobus, Roy Epen, nomme tous les candidats que tu veux, là, qui ont eu des déclarations, des fois, qui ont été pris hors contexte ou qui ont pu porter à confusion ou à être interprétés d'une drôle de manière. Ça a l'air à les déranger vraiment, ça, qu'ils ne sacrifient pas comme ça ces candidats au moindre mot. Ça a l'air vraiment à les déranger. Ben oui, puis ça en dit long, je trouve. En fait, c'est de l'hypocrisie de leur part, je trouve, tu sais, par rapport à leur valeur d'ouverture, puis de justement, la valeur d'ouverture, puis de la tolérance à la diversité d'opinion. Parce qu'en quelque part, Raphaël Fiévez, tu dis, ben en fait, c'est comme celui, j'oublie son nom, là, mais celui que vous aviez interviewé, là, Julien Cardinal. ouais, exactement. Lui ici, il a été écarté pour des raisons, finalement. Tu dis son propos, en tout cas, de mon humble avis, puis je crois que c'est l'avis de plusieurs gens qui nous écoutent, puis même probablement parmi ceux qui ne nous écoutent pas, il n'y a rien de particulier, il y a rien de choquant dans son propos. On pouvait ou pas être d'accord, comme Raphaël Fiévès. Moi personnellement, c'est sûr, je ne suis pas un militant de QS, mais je me dis, bon, moi, je ne suis pas un grand fan de Richard Martineau ni de Mathieu Bock-Côté rendu là. Mais en tant que tel, j'ai des amis, j'ai des gens dans mon entourage avec qui j'ai milité à différentes occasions dans différents forums qui étaient beaucoup plus adeptes de Martineau puis de Bock-Côté que moi. Puis j'arrivais tout à fait à m'entendre puis à faire du travail avec eux quand même. Alors, je comprends pas. C'est parce que où est-ce qu'on s'en va avec ça finalement? Le PCQ actuellement, dans la campagne actuelle, m'apparaît définitivement le parti qui est le plus ouvert à la diversité d'opinion alors qu'on le taxe d'être justement une secte puis d'être idéologique, c'est celui qui m'apparaît quasiment l'être le moins. Un bon exemple de ça, c'est que récemment, on a eu un candidat du PCQ qui a exprimé certaines réserves par rapport au troisième lien à Québec. Mhm. Les médias ont essayé de sauter là-dessus, mais ça n'a pas duré longtemps parce que ça n'a juste pas levé finalement. Là. Éric est sorti puis il avait dit ben non, il n'y a, pas de problème avec ça, il a exprimé une opinion. Puis bon, bref, c'était même pas une tempête dans un verre d'eau finalement, c'était rien. Mais là, c'est parce que tu dis, tu sais, un peu comme j'écrivais dans le texte, chaque parti politique, puis je vais mettre ça plus large, chaque organisation devrait avoir le loisir de décider si telle ou telle personne rejoint ses valeurs, si c'est la personne la plus apte ou si elle est suffisamment apte à représenter, à agir comme ambassadeur les idées qu'elle prétend véhiculer. C'est un peu pour ça, par exemple, l'image que j'avais en tête, je ne me suis pas éternisé là-dessus dans le texte, mais l'image que j'avais en tête, c'est par exemple des compagnies, c'est des vêtements de sport qui font affaire avec tel ou tel athlète. Puis à un moment donné, cet athlète-là peut faire une déclaration qu'ils ne font pas leur affaire, puis ils le mettent de côté. Ben, je dis, bon, là, en autant que ce processus-là de sélectionner quelqu'un que tu penses qui correspond à ton image se fait d'une manière, exemple, de discrimination, j'ai pas trop de problème. Par exemple, mais par contre, une fois que ça c'est dit, c'est qu'à un moment donné, il va falloir être conscient que c'est pas de même qu'on réussit à cautériser nos plaies, qu'on réussit comme à réparer les ponts qui sont Ben séparés oui. entre nous dans l'espace public, notamment depuis la pandémie, mais ça commençait à dater d'avant. Je veux dire, aux États-Unis, c'était pire qu'ici. Quoique là, actuellement, je trouve justement avec la pandémie, encore une fois, ça ne va pas très bien, le côté là, du climat de dissension au Québec. Fait que tu dis, OK, vous avez le droit de le faire,
Mais à un moment donné, si vous voulez justement appeler à un plus grand nombre de gens plutôt qu'au plus petit nombre, puis les sondages le démontrent, si on revient à nos chers partis PLQ, PQ, QS, il y a une raison pourquoi ils sont stallés là en quelque part. Ben, c'est parce que c'est plus des partis qui semblent être à vocation d'appeler au plus grand nombre, finalement, d'essayer d'être rassembleur. En fait, le terme en fait, ça semble plus être à la mode, malheureusement, le terme de l'idée d'être rassembleur. On accuse Éric Duhem de se camper dans l'idéologie. Pourtant, s'il y en a un, justement, moi, j'ai suivi ses lives Facebook pendant la pandémie, puis ses déclarations. Puis lui, il disait justement, il disait c'était le temps de s'unir et pas de se diviser. C'est pas des thèmes qui sont repris par les autres partis politiques, puis certainement pas par la CAQ non plus d'ailleurs. Je sais qu'il a essayé Legault récemment là, de spinner la liberté. Je ne sais plus si c'était parti à ce moment-là, là, mais qu'il essayait de dire que je sais à quel point que la liberté, c'était important. C'était récemment, c'était quand même bien drôle. Là. Mais au-delà En de ça, Beauce, moi, de ouais, mémoire. ouais, c'est ça, exactement. Mais tu sais, si on est sérieux, je veux dire, non, ces gens-là, ils ont l'air d'être campés dans leurs idées, puis ben, ça aura le résultat que ça aura finalement. Ouais, non, c'est clair. Et là, la nouvelle spin anti-Duhem, c'est hey, il a été invité dans le podcast de Jordan Peterson. Ce gars-là, c'est un fou. Là, tu dis, attendez une seconde. On peut aimer ou pas Jordan Peterson, c'est pas ça la question. Mais le gars, c'est un psychologue clinicien qui a son doctorat en psychologie. Il a été professeur associé au département de psycho de l'Université de Harvard. Depuis 1998, il est prof de psycho à l'Université de Toronto. Il y a des millions de personnes qui le suivent sur Internet. Il a vendu des millions de copies, en tout cas au-dessus d'un million de copies de son livre 12 Rules for Life, An Antidote to Chaos. C'est sorti en 2018. Là. Le gars, c'est tout sauf un malade mental. Je veux dire, après, on peut aimer son approche, on peut trouver qu'il est trop direct, on peut trouver que on peut être pas d'accord avec ses présupposés idéologiques. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est pas ça le point. Là. Comme tantôt, après, on peut aimer ou pas Mathieu Bock-Côté. Mais là, c'est comme si, bon, Jordan Peterson, c'est une figure appréciée des gens de droite et des mouvements de droite. Donc là, nous autres, on l'aime pas. Fait que là, Éric Duhem est allé là. Donc, là, je sais pas trop, ça devrait le disqualifier parce qu'il est allé là. Alors qu'à un moment donné, tu te dis, mais c'est quoi, je comprends pas le rapport qu'ont ces gens-là. C'est comme si tu vas répondre aux questions d'Anne-Marie Dussault, de Céline Galipo dans une émission à Radio-Canada, ça voudrait pas dire que tu es d'accord avec ce qu'eux disent dans l'émission et avec leur point de vue. Mais si tu vas sur un autre média, mettons, si tu viens dans notre podcast ou si tu vas parler avec Jordan Peterson, ça veut dire que tu es un pro Peterson ou tu es un pro Yann et Frank ou tu es un pro. Je comprends pas cette affaire-là. Comme si dans la vie, on ne pouvait pas utiliser des plateformes pour. Nonobstant le fait qu'il n'a pas à être cancellé parce qu'il parle à Jordan Peterson, c'est comme si personne avait considéré l'option que ben, il va là parce que c'est une grosse tribune, écoutée entre autres beaucoup par la communauté anglophone, et essaie de faire des percées dans ces comtés-là, et that's it, that's all. Ça me paraît vraiment être une vue de l'esprit, là, cette affaire-là, là, qui rentre directement dans ce que tu disais avec le Duhem Derangement Syndrome. Là. Dans le fond, là, vu que c'est lui qui fait ça, là, c'est pas, hey, là, ça n'a pas de bon sens. Alors que je suis pas mal sûr qu'ils seraient tous extrêmement heureux de savoir que PSPP a été invité dans ce podcast-là ou Dominique Anglade. Ben oui, ben en quelque part, je trouve que ça témoigne de. C'est parce que c'est une erreur de raisonnement, encore une fois, de dire, tu sais, quand Julien Cardinal est venu à votre podcast, je pense pas que pour autant c'est un adepte du PCQ, là, puis ou des idées, Ben tu non. sais, véhiculées plus à droite avec des gros guillemets, on s'entend. Je trouve qu'en quelque part, c'est une erreur de raisonnement, puis ça témoigne aussi peut-être jusqu'à un certain point d'une certaine faiblesse intellectuelle d'aller vers des conclusions aussi faciles que celle-là. Quoi qu'il faut dire aussi, peut-être justement, c'est peut-être simplement que c'est trop facile d'essayer de canceller quelqu'un sur la base de ah, ben, t'es allé à tel podcast, t'es allé à telle émission. Donc, tu sais, finalement, ça revient à du sophisme gros comme le bras, finalement. Là. Mais encore une fois, c'est parce que tu dis c'est pas réaliste de fonctionner comme ça, puis c'est même pas souhaitable. Je veux dire, si on prend un exemple, je l'avais pris dans mon texte, si on fait encore l'analogie, par exemple, à ce qui se passe aux États-Unis, je veux dire, Trump, en 2020, il n'a pas perdu de beaucoup, là, toutes choses étant égales par ailleurs, dans le fond. Mhm. Puis, on ne peut pas exclure que s'il y avait une autre élection qui avait lieu demain matin, indépendamment de ce qui est arrivé du raid sur Mar-a-Lago et tout, là,
je veux dire, on peut pas exclure que le gars, il pourrait très bien battre Joe Biden là, actuellement. On peut pas l'exclure. Là, il y aura la campagne, puis ci, puis ça. Mais c'est pas une candidature qui serait complètement par rapport, que tu dis non, il n'y a aucun support, il est nowhere. Il pourrait battre Joe Biden, il pourrait revenir président. On va voir ce qui va arriver avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on pourrait réellement envisager disqualifier, voire canceller tous les gens qui, de près ou de loin, ont manifesté une forme d'appui à Trump, ou du moins ne rejettent pas tout ce qui vient systématiquement ne rejettent pas systématiquement tout ce qui vient de Trump? Parce que je me dis à un moment donné, encore une fois, en se fermant sur autant de gens, ben, c'est pas de même qu'on va arriver à les comprendre. Puis ultimement, si on veut peut-être les ramener de notre bord à un moment donné, ben, c'est pas la bonne manière de s'y prendre. Puis je veux dire, moi, personnellement, je l'ai déjà dit, je suis pas un grand fan de Trump. Mais en même temps, moi, quelqu'un qui me dirait, ben, j'ai voté pour Trump ou j'aurais voté pour Trump pour telle ou telle raison, ben, c'est pas quelque chose qui me choque en tant que tel. Moi, je suis plutôt curieux de comprendre c'est quoi la pensée de cette personne-là, puis de savoir c'est quoi qu'il y a derrière cette idée-là. Parce que c'était une des raisons qui avait été invoquée pour écarter Anne de Blois au PLQ, c'est que dans un de ses tweets, elle disait qu'en août 2020, elle disait c'était avant l'élection de novembre, en août 2000, américaine de novembre 2020, au mois d'août, elle disait ah, ben j'aurais voté pour Trump, je voterai pour Trump. OK, so what? Mais en quelque Ouais, part, je c'est trouve quoi? que C'est un crime, ça, dans le fond? Puis là, on va pourchasser aussi tous ceux qui ont supporté Pierre Poilievre, on va pourchasser tous ceux qui ont. Mais qu'est-ce que c'est que ça, que cette vision-là de la démocratie? Écoutez, tu sais, moi, si vous me dites demain matin, hey, il y a un parti politique qui se présente à telle place, il propose d'instaurer l'esclavage s'ils sont élus, il propose de mettre des gens dans des camps, il propose de. Tu sais, là, je peux comprendre que tu dises, OK, moi, je veux. Tous ceux qui ont supporté ça, c'est out. Mais là, on parle de des options démocratiques légitimes dans le cas de quelqu'un qui a été élu président des États-Unis. Que ça vous plaise ou pas, il l'a été. Là. Il était là pendant 4 ans, il a été élu, puis il a fait des réformes. Après, on peut être pour, on peut être contre, mais ça a existé. Ça a été le cas. Il y a eu plus de légitimité démocratique que beaucoup de gens qui, aujourd'hui, œuvrent dans des petits partis marginaux qui ne prendront pas le pouvoir. Donc là, à un moment donné, il faut arrêter de délirer. Je veux dire, demain, ces options-là sont légitimes d'un point de vue démocratique. On peut ne pas aimer ça, on peut être, pas on peut être en désaccord. À un moment donné, il faut arrêter. Là, Trump, à un moment donné, il va falloir que les gens en reviennent. Là. Il n'est plus là, puis il sera peut-être plus là non plus. Là. Fait que là, c'est parce que là, c'est le nouveau liner, c'est ça. C'est Duhem et Poilievre, c'est les mini-Trump. Là, tu te dis, mais là, à un moment donné, c'est. Puis même si c'était le cas, c'est quoi le problème? Quel est le problème avec ça? C'est comme si je disais, ben, GND, c'est un mini Mélenchon ou un mini Bernie Sanders. OK, mais c'est quoi, quel est le problème? Ben, c'est que c'est mais encore, c'est ça, c'est parce qu'il faut étayer. Une fois que tu dis ça, tu sais, OK, mais quel est le problème? Puis surtout aussi, ça aussi, c'est une forme d'hypocrisie ou à tout le moins de double standard. C'est que, tu sais, qu'est-ce qu'on reprochait beaucoup à Trump en politique intérieure? Ben, notamment tout ce qui était la gestion de l'immigration, gestion des frontières, le mur. Il y avait l'histoire aussi, on a vu des fois, des familles de migrants, ça passait par la frontière mexicaine, puis il y avait comment ces gens-là étaient détenus, la séparation des familles, c'était pas toujours chic, ça j'en conviens. Mais d'une part, le mur, Biden, je pense qu'il a annoncé récemment, il y a une section du mur qui a continué sur les démocrates, puis Mhm. c'est pas parce que c'est un projet qui avait déjà été enclenché sous Trump, puis plutôt que de l'arrêter, tu dis, bon, on va le laisser aller. C'est qu'il y a comme une nouvelle section de mur qui a été annoncée. Tout ce qui est des histoires de séparation des familles et tout ça, ça s'est pas amélioré. Je pense même que ça avait commencé sous Trump. Il me semble que même vers la fin Ou d'Obama, il y avait des. Obama. Oui, oui, c'est ça. Puis Kamala Harris, elle s'est pas plus déplacée dans le sud des États-Unis. Elle a pas, tu sais, je veux dire, il y a rien de, tu sais, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas eu de changement. Tu sais, oui, il y a des différences dans la gestion de l'administration démocrate et l'administration républicaine, mais il y a bien des affaires qu'on reprochait à l'un ou à l'autre. Qu'on reprochait à l'un, qu'on reproche plus à l'autre, finalement. Puis aussi, encore une fois, oui, quelque chose qui m'apparaît déterminant quand on fait un raisonnement, c'est de dire, ben, c'est quoi la perspective? Encore une fois, Trump, là, c'est pas parfait, je suis pas un fan, mais quelqu'un qui se connaît moindrement en histoire là, des différents dirigeants politiques du 20e siècle. Puis je pense même pas au cas classique, genre Hitler, Staline, Mao. Là, allez lire sur les ou allez vous renseigner sur différents dirigeants africains qui ont eu suite à la décolonisation et tout ça. Je veux dire, c'est vraiment pas du même ordre. Là, c'est vrai. Là, il y avait des gens vraiment pas chics que je pourrais comprendre de dire, ben OK, ces gens-là, si tu les as appuyés, je voudrais me distancer.
Mais je veux dire, Trump, malgré tous ses défauts, malgré son manque de classe, malgré ses politiques, des fois qui étaient peut-être mal avisées, quoi qu'il n'est pas responsable de tous les maux, je pense, si on se rappelle en 2016-2017, on disait que ce serait la fin du monde puis que les États-Unis allaient Ben s'effondrer. oui. Puis évidemment, bon, c'est pas arrivé, tu sais. Mais c'est C'est parce genre qu'encore c'est une encore fois. le même discours qu'on a aujourd'hui, hein. C'est si Mhm. Poilievre devient chef du PCC, le parti va exploser, puis s'il devient premier ministre du Canada, le monde va quasiment immigrer dans d'autres pays. Puis là, je voyais ce matin, là, on en a parlé dans le podcast, moi puis Yann, Gilles J'ai Brien qui pensé à dit ça aussi. que si Duhem est élu, le Québec va flamber à cause des changements climatiques ou je sais pas quoi. Tu sais, à un moment donné, c'est parce qu'en plus, même, je pense que c'est aucunement productif pour eux parce qu'ils s'enferment dans une forme d'enflure verbale qui confine au délire, là. Tu sais, ça vient que ça n'a plus aucun sens. Sur ce, on va s'arrêter pour la partie qui est disponible pour tout le monde. Puis on va continuer quelques instants sur Patreon. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, sentez-vous libre de le faire sur, sur patreon.com/isénéchal.